Bonjour, bienvenue à la deuxième partie de la section sur la radioactivité. Dans cette section, on va voir trois processus, trois types d'équations de désintégration nucléaire. Les processus alpha, bêta+, et bêta-. Il va falloir comprendre comment chacun des trois processus fonctionne. Dans le fond, c'est quoi l'équation de la réaction, puis être capable d'écrire l'équation de la réaction pour différents atomes avec l'aide d'un tableau périodique. On regarde ça ensemble. Alors, regardons ensemble quelques désintégrations nucléaires. On se rappelle que ça va être des réactions où est-ce que le noyau d'un atome va se transformer puis devenir autre chose. Les trois processus qu'on va traiter ici, c'est vraiment comme des catégories générales de types de désintégration qui peuvent se produire, de types de réactions nucléaires qui peuvent se produire. Il y en existe plein d'autres, on va en voir trois. Premier processus, le processus alpha. Le processus alpha, c'est un des processus de réaction pour l'uranium. C'est un processus de fission nucléaire où est-ce qu'un gros noyau va se casser en deux noyaux plus petits. Un de ces deux noyaux-là va être ce qu'on appelle une particule alpha, puis la particule alpha, c'est juste un autre nom pour un atome d'hélium avec deux protons et deux neutrons. Donc, je vous écris l'équation générale. Et voilà l'équation générale. X et Y, c'est pas vraiment des éléments du tableau périodique. J'ai utilisé juste les lettres X et Y pour parler d'un élément général avec Z proton et A nucléon. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un processus alpha? C'est que cet élément-là, qui aurait un nom, va devenir un autre élément et un noyau d'hélium et un hélium qui est ici avec deux protons, quatre nucléons. Dans mon équation générale, je peux facilement savoir c'est quoi le nombre de protons puis de nucléons de mon Y. Parce qu'ici j'avais Z protons, j'en ai enlevé 2, fait combien il va m'en rester? Z-2. Pour le nombre de nucléons, au début j'en avais A, j'en enlève 4, alors il en reste A-4. Et voilà. C'est important d'être capable de faire ça puis d'écrire cette relation-là parce que quand on va vouloir calculer par exemple l'énergie dégagée par cette réaction nucléaire-là, il va falloir être capable d'aller chercher les masses des bons éléments dans nos tableaux où est-ce qu'on va être capable de trouver tout ça. Donc je vous donne un exemple concret de cette réaction nucléaire-là. Ok, pour compléter cette réaction-là, si je vous donnais juste, on a de l'uranium, c'est un nombre de protons 92, fait que de l'uranium 238, un de ces isotopes, qui se désintègre par le processus alpha. Comment je ferais pour compléter cette réaction-là? Processus alpha, je sais qu'il va avoir un noyau d'hélium. Fait que je vais faire mes petites soustractions. Dire que 92 moins 2, ça va me donner un élément avec 90 protons. 90 protons, ok, vous savez, vous connaissez probablement pas le tableau périodique par cœur, moi non plus. On regarde dans le tableau périodique, on cherche l'élément qui a 90 protons et on trouve que c'est du thorium, TH. Combien? Là, le thorium peut peut-être avoir plusieurs isotopes différents, mais là, ici, on avait de l'uranium 238, 238 moins 4, ça fait 234. Alors, c'est du thorium 234 qui est produit par le processus alpha quand l'uranium 238 se désintègre. On va dire que le processus alpha, c'est une réaction qui conserve A et Z. Ça conserve le nombre de protons. Fait que le nombre de protons total à gauche, ici c'est 92, puis à droite, le nombre de protons total, c'est encore 92, 90 plus 2. La réaction conserve aussi le nombre de nucléons, le A total, fait qu'à gauche 238, à droite 234 plus 4, 238. C'est pas le cas de toutes les réactions. On va en voir deux justement qui conservent pas le nombre de protons puis de neutrons. Je peux pas dire que c'est une réaction qui conserve la masse parce qu'il y a de la masse qui va disparaître et être transformée en énergie. Je peux dire que l'énergie totale est conservée parce que toute la masse qui est disparue a été transformée en énergie totale. Il n'y a pas de nouvelle énergie qui se crée ou qui disparaît. Prochain processus, c'est le processus bêta-. Le processus, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est pas comme un noyau qui va se casser ou qui va fusionner. Ce qui arrive, c'est juste vraiment la nature du noyau qui va changer parce qu'on sait que les noyaux sont composés de protons et de neutrons. Dans la réaction bêta-, un neutron va devenir un proton. Je vous écris juste la petite équation. Ok, qu'est-ce qui vient de se passer ici? Je vais identifier tout ce qui est représenté dans mon équation.
Alors, qu'est-ce qui est quoi dans mon équation? Mon neutron s'est transformé en proton, mais juste un neutron qui devient un proton, c'est impossible parce que ça ne conserve pas la charge électrique. Vous avez vu dans votre cours d'électricité que la charge électrique, c'est quelque chose qui est toujours conservé dans l'univers. Il y a autant de charges positives que de charges négatives. Fait qu'un neutron qui est neutre ne peut pas tout simplement devenir un proton qui a une charge positive de plus la charge élémentaire. Dans la réaction, il y a aussi un électron qui va être produit, qui lui a une charge de moins la charge élémentaire. Donc plus E moins E, ça donne une charge à droite de mon équation qui est neutre, qui est nulle, comme à la gauche de mon équation, c'est correct. Donc on sait c'est quoi un électron, l'électron ne va pas rester dans le noyau, il va être éjecté. Fait que dans mon noyau, un neutron est devenu un proton, il y a un électron qui a été éjecté qui va s'en aller. Il y a une autre particule qui est créée aussi, ok? C'est cette weird chose-là. Déjà, cette lettre-là, je sais que ça a l'air d'un V. C'est pas un V, c'est la lettre grecque nu. C'est une des lettres grecques qu'on utilise quand même plus rarement. Nu, c'est la lettre qu'on utilise pour représenter des neutrinos. Les neutrinos, je vais pas rentrer comme vraiment beaucoup dans les détails, là. Les neutrinos, c'est des petites particules élémentaires qui existent. Ils sont neutres, comme le nom suggère, puis aussi on n'a pas bien le choix avec notre réaction. Il faut que leur charge électrique soit zéro. Ils ont une masse non nulle, mais incroyablement petite. Même par rapport à l'électron, la masse du neutrino est plusieurs ordres de grandeur plus petite que celle de l'électron. Ça pèse vraiment presque rien. Ça a pris des décennies avant que les physiciens soient capables de montrer que les neutrinos ont une masse parce qu'ils sont tellement légers que c'est très difficile à détecter. Donc, à toute fin pratique, pour nous, dans nos équations, vous n'aurez jamais besoin d'utiliser la masse du neutrino. On va mettre que la masse du neutrino, c'est 0. En réalité, il y a une masse non nulle, mais cette masse est tellement petite que dans nos équations, avec notre précision, même qu'on essaie d'en garder beaucoup, ça fera presque aucune différence. Donc, pour nous, on va dire que la masse du neutrino égale 0. Des neutrinos, il y en a tout plein qui sont produits dans le Soleil. Puis des neutrinos, c'est aussi des particules qui interagissent avec presque rien. Fait qu'en ce moment même, vous êtes traversé par un paquet de neutrinos qui ont été produits par des réactions nucléaires dans le Soleil, qui ont comme traversé le système solaire pour se rendre jusqu'à vous, qui passent à travers de vous, qui passent à travers la planète Terre au complet sans se faire comme arrêter ou sans interagir avec quoi que ce soit, puis continuent leur chemin. Si vous vouliez avoir une chance raisonnable de vous protéger des neutrinos puis de bloquer leur passage, si vous dites, OK, je vais mettre une protection en métal, tu sais, le plomb qui est utilisé pour bloquer les radiations, qui serait super efficace, l'épaisseur de plomb que ça vous prendrait pour bloquer les neutrinos, ça serait environ une année-lumière de plomb. Une année-lumière de plomb, genre 300 000 km par seconde, pendant un an. Ça, c'est l'épaisseur de plomb que ça vous prendrait pour bloquer les neutrinos. C'est largement supérieur à la distance Terre-Soleil. Donc, OK, j'arrête de parler des neutrinos, là. Mais c'est des tout petites particules, puis nous, on va dire qu'ils ont une masse de 0. Mais si je vous demande d'écrire la réaction, il faut quand même écrire que le neutrino est là. Là, l'autre petite mini-affaire que je vais parler, mais qui n'est pas vraiment importante pour nous, le neutrino, vous me remarquez qu'il y a une petite barre par-dessus, et que j'ai écrit que c'était pas un neutrino, c'est un antineutrino. Il existe une telle chose que de l'antimatière, vous en avez peut-être entendu parler, les particules ont toutes leurs antiparticules. Si une particule et l'antiparticule se rencontrent, ils vont s'annihiler puis se retransformer en lumière. C'est pas le sujet de notre cours d'en parler. Encore une fois, il faut mettre l'équation comme il faut. Fait que si je vous demande d'écrire l'équation d'un processus bêta+, vous devez mettre l'antineutrino. Je vais jamais vous demander d'expliquer c'est quoi un antineutrino ou de l'antimatière, mais c'est une chose qui existe. Ok, ça suffit pour les parenthèses par rapport. Maintenant, si on regarde notre équation avec des atomes, qu'est-ce qui se passe avec des atomes? Donc, je commence encore avec un atome X qui a un certain nombre de protons Z et de nucléons A. Cet atome-là, X, va devenir un nouvel atome Y, parce que dans l'atome, il y a un neutron qui va se transformer en proton. Ça va venir changer son noyau. Fait qu'est-ce qui se passe avec le Z? Si un proton est devenu un neutron, j'ai un proton de plus. Donc, Z plus 1. J'ai gagné un proton. Qu'est-ce qui arrive avec le A, mon nombre de nucléons? Des fois, on va avoir le réflexe de vouloir faire A-1 parce que j'ai perdu un neutron, mais A, c'est pas le nombre de neutrons, c'est le nombre de nucléons. Fait qu'au total, dans mon noyau, j'ai encore autant de nucléons.
C'est juste qu'il y a un neutron qui est devenu un proton, mais ça ne change pas la somme totale des particules dans mon noyau. Donc le A, lui, il va tout simplement rester pareil. C'est le même A. J'ai pas mis le même nom pour l'atome parce que quand le nombre de protons change, le nom de l'élément va changer. C'est pas tout ce qui se produit. Il va aussi y avoir l'électron et l'antineutrino qui vont être là dans la relation. Quand je vais vouloir attribuer des masses à toutes mes choses pour faire mon calcul d'énergie dégagée, il y aura la masse du noyau X, la masse du noyau Y. Il ne faudra pas oublier d'inclure la masse de l'électron, ça fait partie de l'équation. Puis la masse du neutrino, elle, on va dire qu'elle est égale à 0, donc on ne va pas l'inclure. Je vous montre un exemple de processus de désintégration β-. Alors, je commence avec du thorium-234. Remarquez que c'est ce qui était produit ici dans la désintégration de l'uranium. Ça se désintègre en thorium qui va lui-même se désintégrer en d'autres choses via le processus β+. C'est pas très grave pour nous. En quoi est-ce que ça va se désintégrer? J'ai dit que mon nombre de protons devait augmenter de 1. Donc, ça va devenir l'élément numéro 91 du tableau périodique. Je fouine dans mon tableau périodique et je trouve que c'est du Pa. Du protactinium. Fait que le Pa, c'est du protactinium. Ouais. Alors, c'est ça qui est produit dans ma réaction. Le nombre de nucléons, 234, ça reste pareil. Et voilà mon équation de désintégration β-. Il nous en reste juste une, c'est le processus β+. Le processus β+, c'est littéralement l'inverse du processus β-. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au lieu qu'un neutron devienne un proton, cette fois c'est le proton qui va devenir un neutron et deux autres patentes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un proton qui devient un neutron, le contraire de tantôt. Ça, pour conserver la charge électrique, j'ai besoin de quelque chose qui a une charge électrique positive à droite, parce que j'avais une charge électrique positive ici, ça devient quelque chose qui est neutre, donc j'ai besoin de quelque chose avec une charge positive. Cette chose, c'est le positron. Le positron, pas un proton, c'est l'antiparticule de l'électron. Électrons et positrons sont un couple d'antiparticules. Particules-antiparticules, c'est pas très grave. L'important, le positron, il y a une charge de plus la charge élémentaire. Fait qu'il y a la charge inverse de l'électron. On peut aussi dire qu'il a la même charge que le proton, c'est la même chose, mais sa masse est exactement la même que la masse de l'électron. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment les masses dans ces équations-là. Quand vous allez demander « Ah, c'est quoi la masse du positron? » c'est la même que celle de l'électron. On la connaît, la masse de l'électron, donc on va être capable de la mettre dans l'équation. À droite, finalement, j'ai un neutrino. La masse du neutrino, c'est encore 0 pour nous. On va faire l'approximation que c'est 0. Qu'est-ce qui se passe avec un atome? Alors, mon atome X devient un autre atome Y, un positron, et oups, c'est pas un antineutrino, c'est un neutrino. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec mon nombre de protons? Là, je vais perdre un proton parce qu'il y a un proton qui devient un neutron. Fait que si je perds un proton, je suis rendu à Z-1. Mon nombre de nucléons, lui, va encore rester pareil, il va rester A. Parce que pour la même raison que tantôt, je n'ai pas besoin de l'expliquer, le nombre de nucléons total n'a pas changé, il y en a juste un qui a changé de nature. On va donner un exemple de ça avec le sodium. Un atome super commun, mais néanmoins instable qui peut subir un processus β+. Alors, qu'est-ce qui se passe avec mon sodium? Il devrait perdre un proton. Donc, combien de protons il devrait rester? 11 moins 1, ça fait 10. 10, je regarde dans mon tableau périodique, c'est du néon. Mon sodium est devenu du néon. Combien de nucléons total? Quel isotope? L'isotope 22. Et voilà, c'était mon exemple pour le processus β+. J'ai un dernier petit attention à vous dire pour les exercices. Quand on fait des problèmes avec des processus β+ et β-, les masses qu'on doit venir chercher ici pour les atomes, dans l'équation, on devrait utiliser seulement les masses des noyaux des atomes, contrairement aux masses des atomes neutres qui, eux, incluent la masse du noyau et la masse des électrons. Quand on fait un processus type alpha,
On n'a même pas besoin vraiment de penser à ça parce que le nombre de protons reste le même à gauche puis à droite de l'équation, donc le nombre d'électrons est le même à gauche puis à droite de l'équation, donc on n'a pas vraiment besoin de s'en soucier. Si on voulait faire des calculs d'énergie dégagée avec des processus bêta plus ou bêta moins, vu que le nombre de protons change, le nombre d'électrons pour que les atomes soient neutres change, il faudra en tenir compte. Ce qu'on a décidé de faire pour cette session-ci, c'est de ne pas vous demander à vous de faire ça puis d'aller manuellement soustraire les masses des électrons. Vous n'aurez pas besoin de le faire. Nous, on va vous donner les masses des noyaux directement. Donc, on va vous le fournir. Si vous allez regarder dans le cahier puis que vous allez chercher les masses du thorium-234, dans le livre, on nous donne les masses des atomes neutres qui incluent les électrons. Il faudrait soustraire les masses des électrons pour avoir les masses des noyaux. On va faire cette partie-là pour vous, pour alléger un petit peu la section qu'on est en train de regarder sur les processus radioactifs. Voilà, ça conclut notre chapitre sur la relativité. Fait qu'il faut être capable de savoir, d'écrire un processus alpha, bêta plus ou bêta moins pour n'importe quel atome en s'aidant du tableau périodique. Puis après, on va faire des calculs d'énergie libérée dans certains processus radioactifs. Merci d'avoir écouté. On se revoit dans la prochaine vidéo.